Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette édition dominicale. À la présentation, vous êtes avec moi, Eddy Sabiti. Avant de nous plonger dans le vif de notre édition, voici tout d'abord les titres. Prière d'action de grâce organisée par l'organisation Rwanda Leaders Fellowship. La présidente de la Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabalisa, est convaincue qu'avec l'unité, l'amour des Rwandais dans la modestie et surtout la proximité, les autorités à tous les niveaux vont servir à bon escient la population. Un groupe de 60 jeunes artistes ont été retenus à l'audition pour faire partie du camp d'entraînement dans le cadre de la compétition Art Rwanda Ubuhanzi pour peaufiner leurs œuvres et talents. Au Nigeria, explosion d'un oléoduc attaqué par des voleurs de pétrole présumés a fait au moins 30 morts au sud du pays, selon un bilan communiqué par les autorités nigérianes. Commençons par tout d'abord l'actualité sur la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, à savoir Madame Louise Mushikiwabo, qui déclare dans ses propos que le président de la République, Paul Kagame, reste un homme extraordinaire et travailler avec lui a été un honneur pour elle. C'est dans une interview que celle-ci est accordée à la chaîne de TV5 ce dimanche. Suivons. Dans l'interview avec la télévision française TV5 ce dimanche, Louise Mushikiwabo a souligné que travailler étroitement avec le président de la République, Paul Kagame, est pour elle un honneur et qu'elle attend de lui du soutien considérable pour l'accomplissement des nouvelles fonctions que les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie lui ont confiées. C'est un sujet de fierté pour moi d'avoir travaillé de si près avec le président Kagame. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui est très sensible à la fois au stratégique et aux détails. Et c'est un homme qui est très précis par rapport à ses demandes. C'est un homme très exigeant, ce qui a d'ailleurs beaucoup aidé mon pays. Et donc, je ne peux pas ne pas travailler avec lui. Il est président d'un pays qui appartient à notre organisation, mais je suis aussi très attachée à mon pays et au président avec lequel j'ai travaillé. Et donc, j'attends son soutien pour qu'on puisse faire avancer notre organisation ensemble. À la question de savoir si son élection serait l'étincelle pour la réconciliation de la France et du Rwanda, la secrétaire générale de l'OIF a indiqué qu'il est temps que ce pays admette le rôle qu'il a joué dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Vous savez, la France et le Rwanda sont des pays aujourd'hui, aussi bien le président Kagame et je le pense, le président Emmanuel Macron, qui sont dans une logique d'essayer de rapprocher nos deux pays. Depuis un an, les deux chefs d'État se sont rencontrés, nos équipes se parlent. Je ne crois pas qu'il y ait un pays dans le monde qui veuille rester dans une situation de confrontation pour très longtemps. Ça n'a jamais été, en tout cas, le désir du Rwanda. Mais un génocide, c'est quand même une sale histoire, c'est compliqué, c'est très politique. Et c'est pour cela que ça tarde. Mais on va vers les 25 ans. Et de la vie de plusieurs Rwandais, le moment est venu pour que la France puisse accepter, en tout cas, son implication pour qu'on puisse aller de l'avant. De tous les messages de félicitations qu'elle a reçus après son élection, Louise Mushikiwabo a dit que celui de la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, l'a beaucoup émis. Dans son message qu'elle a posté sur son compte Twitter, la première dame a qualifié la secrétaire générale de l'OIF de jolie imbuto, c'est-à-dire fruit du pays des ancêtres, et lui a souhaité de porter haut le flambeau à Gachiro, aux dignités au cœur de la francophonie.
Dans cette interview, Madame Louise Mushikiwabo a en outre indiqué qu'elle va beaucoup travailler avec l'Union africaine sur les défis auxquels le monde est confronté, notamment en rapport avec le changement climatique et le problème des migrants. C'était là donc la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, ou l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a signalé que ce n'est qu'en janvier 2019 qu'elle devra donc prendre ses fonctions officiellement et donc succéder à Michaëlle Jean, la Canadienne. De retour ici, au pays, prière d'action de grâce organisée par l'organisation Rwanda Leaders Fellowship. La présidente de la Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabalisa, est convaincue qu'avec l'unité, l'amour des Rwandais dans la modestie et surtout la proximité qui doit caractériser les autorités reste la clé pour servir à dessein cette population. Cassimi Siouf une fois de plus. La prière d'action de grâce de ce dimanche a rassemblé des dirigeants de diverses instances étatiques, des acteurs du secteur privé et de la société civile au Rwanda. Ils ont notamment rendu grâce pour le bon déroulement des dernières législatives et de l'élection de Madame Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le révérend Dr Antoine Rutayisire, qui a parlé du leadership qui œuvre pour le changement, il a fait remarquer que le leader qui jouit de cet attribut est celui qui a du respect envers Dieu, qui a des yeux et qui voit, qui souffre du malheur, qui frappe la population, qui a une vision et prend la décision de changer les choses. Il a interpellé les parlementaires à ne pas attendre leur sortie en mission pour connaître les problèmes auxquels la population est confrontée et leur a demandé d'éviter notamment l'arrogance. Il y a trois choses pour lesquelles nous devons demander pénitence pour être leader de changement. Primo, il faut éviter l'arrogance. La deuxième chose qui pousse à la déchéance, c'est la concupiscence. C'est là l'origine de la corruption, la cupidité. Cela tue le leadership. La troisième chose à éviter, c'est la sensualité. Quiconque va dans le leadership sans avoir abandonné ces trois choses, qu'il se prépare à tomber dans la déchéance. Celui qui ne tombera pas par l'arrogance, par l'avidité de l'argent ou sensuel, celui-là ira loin en leadership. Le révérend Dr Antoine Rutayisire a fait observer que le Rwanda a la chance d'avoir un président qui possède toutes les valeurs d'un leader du changement et a exhorté les nouveaux membres du Parlement et d'autres dirigeants dans diverses instances à profiter de cette opportunité de l'avoir comme modèle de bonne gouvernance. Certains députés présents à cette prière ont indiqué qu'ils sont prêts à faire des intérêts de la population leur priorité. Nous avons vu où Dieu a dit à Moïse qu'il a entendu les cris de son peuple et que c'est pour cette raison qu'il est venu les délivrer. Nous devons nous aussi prendre la place de Moïse et comprendre ce dont la population a besoin de notre part et après le mettre urgemment en exécution. L'essentiel, c'est comprendre les problèmes auxquels la population fait face et que je puisse apporter ma contribution ou qu'ensemble, avec nos collègues, nous puissions faire quelque chose afin que la population atteigne les bienfaits que lui souhaite le leadership. La présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, a indiqué que le progrès que le pays a réalisé après la libération est le fruit de la collaboration et a salué le rôle des responsables des confessions religieuses. L'honorable Mukabalisa a en outre qualifié cette prière de provision essentielle à l'actuel mandat de la Chambre des députés
et a souligné qu'un leadership qui respecte Dieu donne l'espoir de toutes les possibilités aussi longtemps que les Rwandais seront unis. Il n'y a pas plus de bénédiction qu'avoir des leaders qui ont l'amour du pays, qui aiment les Rwandais, qui ne pensent qu'à leur bonheur, et puis les dirigeants qui craignent Dieu et respectent ces créatures qui sont les Rwandais pour qui ils ont le devoir de mieux diriger. C'est pourquoi Dieu du Rwanda nous accorde toujours ces bénédictions, et si nous consolidons davantage notre unité et que nous avons l'amour de notre population dans la modestie, c'est que d'ailleurs Dieu aime, en les approchant, en les écoutant pour résoudre leurs problèmes, nous ne manquerons rien de notre Dieu, Dieu du Rwanda. La direction de Rwanda Leaders Fellowship indique que la prière d'action de grâce est faite pour aider les dirigeants à comprendre ce que Dieu désire dans l'accomplissement de leurs attributions. Parlons santé à présent, célébration ce dimanche de la journée mondiale de la vue. Les experts en ophtalmologie rappellent à la population l'importance d'effectuer la consultation à temps et surtout d'éviter la consommation exagérée du sucre et des lipides et surtout à se garder de la consommation de la cigarette. Suivons plutôt ces détails. À 1% souffrent de cécité. Lors de la célébration de la journée mondiale de la vue, des centaines de personnes se sont fait consulter pour connaître leur état. Selon la directrice de RBC, le docteur Janine Chondo, sur 1 millier de personnes qui se sont adonnées à cet exercice depuis le début des consultations massives, 0,28% des cas souffrent de cécité. Nous avons commencé à effectuer des consultations dans plusieurs endroits comme lors de l'activité sportive de Car Free Day, dans des émissions radiodiffusées par exemple. Nous sensibilisons les gens sur le danger de la cécité qui nous guette tous et des consultations se poursuivent dans plusieurs postes de santé et hôpitaux. Cette campagne de sensibilisation est menée par RBC en collaboration avec d'autres partenaires comme OneSight et The Fred Hollows Foundation qui affirment que la porte reste ouverte pour tout le monde. Effectuer une consultation à temps et une consommation modérée du sucre et des lipides et surtout se garder de la consommation de la cigarette reste une des meilleures façons de prévenir et surtout de prendre en charge le problème de vision. Dans le monde, plus de 250 millions de personnes souffrent d'un problème de la vision. Parmi elles, 36 millions sont aveugles. Paix et sécurité à présent, des militaires, policiers et 46 civils en provenance de 8 pays du continent africain se retrouvent à l'Académie rwandaise de paix en district de Musanze au nord du pays pour une formation d'une semaine sur la collaboration, notamment en mission de maintien de la paix. Kassim Youssouf pour les détails. En procédant à l'ouverture officielle de cette formation, le représentant des forces de réserve d'Afrique de l'Est, le général-major Charles Rudakubana, a indiqué que tous ces organes doivent se compléter pour le bon déroulement de la mission de maintien de la paix. Chacun a appris à sa façon, il a sa manière de travailler. Nous les mettons donc ensemble pour qu'une fois en mission, ils puissent bien s'acquitter de leurs tâches et même d'autres personnes des pays qui ont des problèmes de sécurité, des agents des Nations Unies ou des ONG pour qu'ils puissent bien travailler ensemble. Cette formation est conjointement organisée par l'Académie rwandaise de la paix, le Centre militaire finlandais de formation sur le maintien de la paix et des pays scandinaves comme la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Islande et le Danemark.
Le responsable de cette formation, le Finlandais Major Aku Salmi, a fait savoir qu'au terme de cette formation, les participants auront acquis tout ce qu'il faut pour leur travail en mission de maintien de la paix. Ils sauront au départ avec qui ils doivent travailler, avec qui ils doivent parler. Ils sauront également avec qui travailler dans la coordination. Le lieutenant-colonel Antoine Nyagatoma des forces rwandaises de défense et Lucie Wanji Njoroge du Kenya estiment qu'ils attendent beaucoup de cette formation, notamment savoir comment des militaires et d'autres personnes peuvent se compléter pour l'accomplissement de leur travail. Les pays qui participent à cette formation sont les îles Comores, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, les îles Seychelles, la Somalie et l'Ouganda. De la paix et sécurité à l'art à présent, un groupe de 60 jeunes artistes ont été retenus à l'audition pour faire partie du camp d'entraînement dans le cadre de la compétition Art Rwanda Ubuhanzi, compétition ou initiative en tout cas qui vise à la promotion des œuvres artistiques, notamment des talents dans le chef des jeunes. Devant les membres du jury, ces jeunes artistes en gestation ou à l'aube de leur art, seuls 60 candidats sur les 587 ont été retenus pour faire partie du camp d'entraînement après plusieurs semaines d'audition. Forcément, un sentiment de satisfaction. Je suis surpris d'atteindre cette étape et j'espère que dans ce camp d'entraînement, ça va me permettre de raffiner et surtout d'accroître mon talent et je suis sûr que tout va bien se passer. J'ai fait découvrir aux membres du jury mes œuvres en images et cela a été une particularité. Je suis sûr que dans ce camp d'entraînement, je vais rencontrer des gens talentueux qui vont m'aider à grandir artistiquement et je suis très ravi. Pour Imbuto Foundation et d'autres partenaires qui ont organisé cette initiative du projet Arts Rwanda Ubuhanzi, ces derniers déclarent qu'au vu de cette première phase, ceci est de bon augure pour la suite de cette compétition qui vise à promouvoir l'art dans le chef des jeunes rwandais, aussi bien dans la musique, la peinture, la photographie, la danse, pour ne citer que cela. Eh bien, de l'art au tourisme, il n'y a qu'un petit pas. La Commission rwandaise pour l'UNESCO indique qu'elle va continuer à promouvoir le sport et le tourisme de haute montagne. Indication faite lors du lancement des activités touristiques basées sur la culture au Mont Jari, c'est dans la ville de Kigali. Kassim Youssouf, une fois de plus. Ce dimanche, la population, en particulier des jeunes, se sont rassemblés pour se familiariser avec l'histoire et le patrimoine culturel du Mont Jali en collaboration avec la Commission rwandaise pour l'UNESCO et d'autres parties prenantes. Ceux qui ont participé à cette activité disent avoir beaucoup appris. Cela m'a été bénéfique. Le sport est un aspect important de la vie. J'ai appris l'histoire de cet endroit et j'encouragerai les autres à visiter aussi cette place. J'ai appris l'histoire de Ruganzu Ndori que je ne connaissais pas vraiment. J'ai même fait du sport. Je demanderai aux autres de faire de même. Selon les historiens, le point culminant du Mont Jali est l'endroit où le roi Tlé Rubingo préparait son vin et c'est là que Ruganzu Ndori l'avait trouvé et l'avait vaincu. Parmi les objets trouvés sur cette colline, on trouve des pots à vin.
Place à présent à l'actualité internationale et commençons par le continent africain. Au Nigeria, explosion d'un oléoduc attaqué par de voleurs de pétrole. C'est un incident qui a fait au moins 30 morts selon un bilan qui a été dressé par les autorités nigérianes. L'explosion d'un oléoduc attaqué par des voleurs de pétrole présumés a fait au moins 30 morts au sud-est du Nigeria, selon le bilan communiqué samedi par les autorités nigérianes. C'est Aba, une localité située à 50 km de Port Harcourt, qui a été le théâtre de ce drame. Plus de 30 cadavres brûlés ont été retrouvés sur les lieux à l'arrivée des services de sécurité et plusieurs personnes se sont rendues à l'hôpital pour faire soigner leurs blessures, a indiqué sous couvert d'anonymat un responsable des services de sécurité de la localité. Si le porte-parole de la NNPC, la compagnie nationale pétrolière du Nigeria, reconnaît que le drame porte la marque des voleurs d'essence, il s'est abstenu cependant d'avancer de bilan exact. Le réseau de l'oléoduc du Nigeria, premier producteur et exportateur de pétrole d'Afrique, fait régulièrement l'objet d'attaques qui dégénèrent en incendies et qui ont fait des centaines de morts ces dernières années. Et puis après le Nigeria, rendons-nous en Centrafrique, bien qu'endeuillé et surtout dévasté pendant plusieurs années de conflit. En Centrafrique, donc dans ce pays, une association aide certains anciens miliciens à se réinsérer dans la société grâce notamment à l'agriculture dans l'optique de faire avancer les communautés. Un paysan qui se rend au champ, rien d'étonnant. Mais Abdoulaye est un agriculteur un peu particulier, un ancien combattant des Séléka, qui a troqué les armes pour la tenue de paysan. Une reconversion pas si simple pour celui qui a dû fuir son pays. En arrivant ici, j'avais peur. Je pensais que je ne tarderais pas à me faire tuer. J'avais vraiment des inquiétudes. Mais les autres m'ont rassuré. Au début, il y avait un dérangement. Mais maintenant, tout se passe bien parce que je me suis habitué aux autres. Désormais, pas question d'être en retard pour la levée des couleurs centrafricaines. Un rituel dans cette petite ferme vivrière sur les bords de l'Oubangui. Ici, les ennemis d'hier, Séléka et Anti-Balaka, se retrouvent côte à côte pour travailler ensemble dans les champs et se réinsérer dans la vie normale. Ma colère contre la Séléka est terminée. Je suis venu dans cette plantation pour apprendre la cohésion sociale. Ici, j'ai croisé des gens contre qui j'étais en colère. Mais maintenant, on travaille côte à côte. Le mal que j'avais en moi avant a disparu. Ici, on est venu apprendre à travailler la terre. Ce projet est né il y a quelques mois et c'est Pascal Bida Koyabele qui s'occupe de ces jeunes. Pour lui, le respect de l'autre se transmet aussi par celui de la terre. L'idée, c'est de pouvoir, avec tout ce que nous avons vécu, contribuer à réinsérer socialement tous ces jeunes qui ont été affectés par la crise et de pouvoir les amener à jouer un véritable rôle dans le développement de ce pays. Donc on transforme ces jeunes paysans en entrepreneurs agricoles afin qu'ils puissent produire sur de grandes surfaces, développer une production de masse mais respectueuse de l'homme et de l'environnement. L'espoir de voir la Centrafrique enfin sortir de la crise passe peut-être par les champs et cette première récolte de piments. Voilà, et traversons la Méditerranée pour nous rendre sur le vieux continent où les négociations sur le Brexit ou encore le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, les négociations n'arrivent toujours pas à aboutir et notamment c'est la frontière irlandaise qui pose toujours problème et malgré des discussions qui se poursuivent plutôt entre autorités, cela a accouché ce dimanche encore d'une souris, comme on dit.
C'est un entretien de dernière minute qui n'a pas abouti. À Bruxelles, Dominic Raab, le ministre britannique en charge du Brexit, et Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, n'ont pas encore réussi à trouver un accord final sur les conditions du Brexit. Les deux parties butent toujours sur la question explosive de la frontière irlandaise, le fameux filet de sécurité censé éviter une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Les discussions se multiplient à l'approche d'un sommet européen qui pourrait être décisif dans le règlement du divorce. Le Conseil européen des 17 et 18 octobre, en grande partie consacré au Brexit, devait initialement marquer la fin des négociations à moins de 6 mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais les deux parties semblent plutôt miser sur un nouveau sommet à la mi-novembre pour conclure. Et puis, terminons par les États-Unis d'Amérique où plusieurs jeunes qui veulent aller servir dans l'armée n'arrivent toujours pas à être acceptés, et cela à cause de leur surpoids ou encore de leur obésité. Aux États-Unis, l'obésité devient un enjeu de sécurité nationale. Plus qu'une formule, le surpoids des Américains est en passe de devenir un obstacle à la défense du pays. Au royaume du fast-food, la malbouffe empêche les jeunes Américains de pouvoir servir sous les drapeaux. C'est ce que révèle un rapport du Pentagone publié récemment. Le ministère de la Défense explique que leur obésité disqualifie 31% des jeunes souhaitant s'engager dans l'armée. C'est dans les États du sud du pays que les militaires ont le plus de mal à trouver des recrues en bonne forme physique. Autre constat alarmant, au-delà de l'obésité clinique, le surpoids généralisé pose problème. 71% des Américains âgés de 17 à 24 ans ne sont pas aptes à servir dans les forces armées à cause de leur embonpoint. Résultat, pour la première fois depuis 2005, l'armée de terre n'a pas enrôlé autant de jeunes recrues qu'elle l'aurait voulu lors de sa dernière campagne. 6500 soldats manquent à l'appel cette année. Une épidémie qui touche aussi les soldats du contingent. Près de 8% des militaires de carrière sont en surpoids aux États-Unis. Et voilà, donc c'est par là que nous mettons un point final à notre édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Prière d'action de grâce organisée par l'organisation Rwanda Leaders Fellowship. La présidente de la Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabadissa, est convaincue qu'avec l'unité, l'amour des Rwandais dans la modestie et surtout la proximité, les autorités à tous les niveaux vont servir à bon escient la population. Un groupe de 60 jeunes artistes ont été retenus à l'audition pour faire partie du camp d'entraînement dans le cadre de la compétition Art Rwanda Ubuhanzi pour peaufiner leurs œuvres et talents. Au Nigeria, explosion d'un hélicoduc attaqué par des voleurs de pétrole présumés a fait au moins 30 morts au sud du pays, selon un bilan communiqué par les autorités nigérianes. Voilà donc ce qui marque la fin donc de notre édition dominicale. À la présentation, vous étiez avec moi, Edi Sabiti. Merci d'avoir été de nôtres et surtout restez fidèles au programme de la télévision rwandaise puisqu'ils se poursuivent. Au revoir et à la prochaine.